Le film Barbès Little Algérie a été présenté en avant-première lors de la 16e édition des Arcs Film Festival. Après la projection, une discussion a eu lieu avec Sofiane Zermani, le comédien principal, et le grand attaché de presse François Guérard. On vous laisse écouter cet échange passionnant. Bonne écoute! Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors, moi je suis hyper ému en fait. Je suis vraiment hyper ému parce que de rentrer là dans la salle et de voir le nom d'Hassane Guérard sur cet écran, ça me touche énormément parce que c'est un ami de 10 ans. C'est quelqu'un qui compte beaucoup pour ce festival, qui a énormément aidé ce festival. Hassane Guérard, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est notre attaché de presse depuis une dizaine d'années. C'est grâce à lui, à notre travail ensemble, qu'on a réussi à faire monter ce festival là où il est. Et il va nous parler de son parcours, mais il a un parcours de dingue. Et de le voir ici, au bout de son rêve, qui était de réaliser ce film-là, voilà, ça m'émeut beaucoup. Donc je t'appelle sur scène, Hassane. Et j'appelle aussi quelqu'un d'extraordinaire, parce qu'il est vraiment incroyable dans tous les domaines, Sofiane Zermani. Rejoins-nous, Sofiane. So. Il prend... Ah ben... C'est pour rien. Salut. Trop bien. Ça, frérot. Ouais. Trop bien. Bon. Voilà. Alors, toi. En fait, je pense que ça va être notre dernier débat en France. Non, moi je pense pas. Mais toujours un plaisir. Merci à tous vraiment d'être venus et on est trop content de vous présenter ce film. Dans le cadre du Festival des Arcs, regardez, je suis un artiste, je peux faire les deux en même temps. Et donc, je vous disais que... Ça y est. Donc, dans le cadre du Festival des Arcs, dans lequel je suis jury, dans la catégorie long métrage. Donc j'ai pris du galon et tout, j'ai grandi. Et voilà, merci Pierre-Emmanuel de nous accueillir et de nous offrir cette salle en projection, ça déchire. Merci à toi. Non, c'est moi qui vraiment. Vraiment, parce que de le faire avec vous ce soir, c'est vraiment génial. Alors moi, ma première question, Hassane, quand même, parce que faut savoir qu'Hassane est attaché de presse du cinéma depuis 30 ans. C'est l'homme qui a... 40, hein, je suis un vieux. 40. J'ai un pied dans la tombe. Là. C'est l'homme qui a fait sortir de terre des gens comme Kassovitz au moment de la haine, ou qui a fait des grandes heures de tout le cinéma d'auteur français. Hein. On voyait Audrey Diwan au générique là, il y a eu Céline Sciamma, il y a eu tellement d'autres, Keshish, voilà, que tu as produit aussi. Donc, et comment, raconte-nous un petit peu cette histoire et comment arrive le moment où tu te dis, et pourquoi pas moi, après avoir défendu tous ces réalisateurs? Tu peux répondre à ma place, tu connais tout par cœur. Oui, mais je préfère que ce soit en vrai, je vais tout raconter. Ce qu'il ne vous dit pas, c'est qu'il est venu au 3e montage, qu'il m'a fait une liste, et franchement, c'était impeccable. Maintenant, j'ai jamais rêvé de faire un film, c'est tombé par hasard, ça a été une envie, comme ma vie a été un instinct de survie, et ça s'est passé. J'ai raconté cette histoire à Audrey Diwan un soir, par hasard, en plein Covid. J'avais rien à manger. À la maison, tout était fermé. Elle habite en face de moi. J'y vais, je lui raconte ce que je voyais à Barbès. Comme je vous ai dit au début du film, vous avez compris que j'ai été bénévole dans cette église. Je suis toujours bénévole dans cette église, donc n'hésitez pas à prendre les QR codes. Et elle m'a dit, faut faire un scénario. J'ai dit, je pense pas. Et finalement, elle m'a poussé. J'ai fait un script. J'ai fait une première version. J'ai eu une chance inouïe. On l'a envoyé, je ne savais pas qu'on l'avait envoyé à l'Île-de-France. Et sur la première version, on m'appelle et on me dit, bah, vous avez l'argent. J'ai dit, bon, ça va se faire. Je n'y ai pas vraiment cru. Et ensuite, deuxième version, troisième version. Et ensuite, voilà, le film a été financé. Je me suis dit, dans quelle galère je me suis mis? Parce que je pense que la fascination que j'ai fait de faire ce film, c'est d'avoir un planning, d'y aller, de ne pas savoir ce qui se passe et de tout improviser. Après, j'ai cherché un acteur. Je tombe sur mon héros. Ouais. Quel héros!
Je l'avais vu par hasard dans une série. Je dis putain, qu'est-ce qu'il est bien. Je ne savais pas qu'il était rappeur. Je regarde une vidéo. Je dis mais il est malade, lui, il a bloqué le périph'. Et en fait, à un moment donné, il y a un gros plan sur son regard. Et vous l'avez vu dans le film, c'est pour ça que la caméra est très proche. Parce que ce qui est formidable avec lui, c'est qu'il n'a pas besoin d'ouvrir la bouche, rien que sur le regard. Il a une telle intensité. J'ai dit, c'est lui. Je le regarde parce que j'ai appris par hasard que quand on est réal, il faut vraiment regarder le physique de quelqu'un, la main, comment elle bouge, comment il bouge sa bouche. Je connais par cœur maintenant. Comment il marche. Et je trouve qu'il avait une telle modernité. Et j'avais vraiment envie d'assumer le film. Je voulais un film très algérien et très, très français. Je suis très fier d'être algérien et très fier d'être français, comme So d'ailleurs. Et voilà, et c'est parti, et on est allé faire un casting, et voilà, et on est allé au bout. Ça a été vraiment familial. Ah, ça a été le bled même. Hein. Et toi alors, quand tu reçois le scénario, tu rencontres Hassan. C'est un rôle, c'est. Ah, je l'ai couru après un peu, hein. Ouais, c'est une histoire qui te parle. Non seulement ça me parle, mais en plus je suis très flatté d'être sollicité par l'homme de cinéma qu'il est. Il aurait pu appeler 40 de ses amis pour le faire, des gens avec qui il avait peut-être plus d'affinité, plus de perso, plus de relationnel, plus d'expérience, et il vient me chercher moi. Donc ma première réaction, c'est d'être vraiment flatté. Tu vois, je suis en mode, il me fait vraiment confiance à moi pour ce truc. Et de là, on se met à construire Malek ensemble. On fait des heures de lecture, on fait des heures de papote. On apprend plus à se connaître encore que du texte ou autre, parce que finalement, quand un réalisateur est sûr de son cadre, qui sait ce qu'il veut et qu'il a vu sa scène, finalement, quand on ressent ce cadre, on peut se permettre d'en sortir et on peut se permettre de proposer des choses. Quand on a un réalisateur fébrile, généralement, il faut le conforter dans ce qu'il veut, parce que le réalisateur, c'est un artiste. C'est comme si moi, en musique, c'est comme si c'était l'album d'Hassan Guerrar et que j'avais participé dans l'album d'Hassan Guerrar. Donc à un moment, c'est son œuvre, c'est son bébé, c'est lui qui filme. On a eu une énorme chance, c'est que très souvent qu'un réalisateur, on a besoin d'être en confiance. On peut donner une scène magnifique et être mal filmé, c'est un peu bof. Et on peut donner une scène toute naze, et puis c'est super bien filmé, et finalement ça claque. Donc voilà, j'ai été très en confiance dès le début. Je pense qu'on a rapidement voulu montrer la même chose. Ce qui était bien, c'est qu'on est deux générations d'Algériens en France différentes. On a des regards différents. On a un passé, un passif, un vécu différent, un rapport différent avec la France et avec l'Algérie. Et puis Barbès, c'est en France. C'est pas en Algérie. Le cadre barbétien, vous ne le retrouverez certainement pas à Alger, Oran ou à Naba. Perso, j'ai jamais vu un vendeur de clopes à Constantine, ça n'est jamais arrivé. Mais c'est très barbétien. Donc on avait aussi à cœur de rappeler que Barbès est au cœur de Paris, que c'est un des décors les moins exploités de Paris, alors que Paris est une des villes les plus exploitées au cinéma dans le monde. Donc en réalité, on était heureux, non seulement pour Barbès et pour Hassan, qui voulait rendre justice et qui voulait montrer ces gens avec toute la tendresse avec laquelle lui les voit. Et moi, j'ai mis ma ceinture et puis... il faisait chaud dans la voiture, donc c'était cool. Voilà, tout simplement. Ouais, je rebondis là-dessus. C'est une déclaration d'amour à ce quartier. Enfin, moi, j'étais toujours associé à ce quartier. On a toujours eu des rendez-vous dans ce quartier à côté. Voilà. D'ailleurs, je veux quand même te dire une chose, Sofiane. Tu l'as ramené chez Roger, c'est ça? Je l'ai ramené chez Hakim. Chez Hakim, chez Roger. Ouais. Tu sais ce qu'il m'a fait après? Quoi? Oh non, c'est pas génial. Ah, t'as pas kiffé? Lui et Guillaume. Tu l'as ramené manger choix. Donc, pour arriver à raconter cette histoire de Barbès, sachez que j'ai investi pendant 2 ans Barbès. Pendant 1 an et demi, on m'a pris pour un sans-papier. Je l'ai fait exprès. Et c'est comme ça que j'ai pu voler. Parce que je pense, alors je parle pour ma part, parce que je ne sais pas comment font les autres réalisateurs, mais moi j'ai volé des situations. Toutes les situations que je raconte dans le film, je les ai vues ou vécues. Donc je vais vous rassurer, l'histoire du gamin, c'est arrivé à quelqu'un de beaucoup plus vieux, mais il est tombé dans le coma et il est sorti au bout de 3 jours. Et quand j'étais avec le scénariste, à un moment donné, j'ai dit, allons au bout de la chose, on le tue. Et là, on m'a dit, mais non, mais t'es malade. Je lui ai dit, écoute-moi bien, je le tue, je le ressuscite et je le retue, si tu veux. Il n'y a pas de problème.
Et c'est un reproche qu'on nous fait très souvent dans les Q&A. Pourquoi vous avez tué le petit? Pourquoi il meurt? Mais on n'a tué personne, c'est un comédien, il est rentré chez lui. Ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, je suis très étonné de ne pas me faire engueuler parce que je peux vous dire que j'ai fait des salles où il y a des gens qui m'ont dit que j'étais un monstre, qui détestaient le film et qui ne le recommanderaient pas. Et en fait, quand je sortais derrière, je me disais non, mais en fait, c'est tellement magnifique. Oui, et puis Hassan, tu es à la fois la comédie et le drame, donc forcément, il fallait les deux. C'était pas possible autrement. Exactement. L'idée, c'est qu'on participe, qu'on échange. Donc, si vous avez une question, levez la main. Et puis. Toi, t'as une question. Toi, t'as une question. Hein? Je t'ai vu. Une question. Tu connais le langage non verbal. Tu avais la position question. Tu t'es crampé question. C'est ça. Et en plus, là-bas, je venais pour te parler. Ok, je suis là. Déjà rencontré à Sciences Po en 2018. On s'est rencontré à Sciences Po. À la conférence cool. avec. Alors, j'ai pas fait Sciences Po, mais je donne des fois des conférences dans les hautes écoles. Voilà. C'est la Il y a réussite. Gros qui le rencontre à Sciences Po. Moi, je l'ai rencontré au Bled. Hein. Ouais, Non, parce que je fais les deux. c'est ça. Il n'y a pas de galère. Dis-moi tout, frère. Et du coup, j'avais bien aimé la bande-annonce, mais je ne savais pas du tout le plot twist, du coup. Et en fait, je travaille avec une association qui travaille sur ce sujet des violences gratuites, Okay. qui a été fondée par une femme qui s'appelle Adjira Felag, suite au meurtre de son frère. Ok. Et du coup, ma question, c'est ce twist de la mort dans le film. Est-ce que c'est venu juste comme ça pour ajouter du drama, ou est-ce que c'est aussi une conscience du problème sociétal des attaques au couteau, des violences gratuites et... Ça l'est clairement. On assume complètement ce propos parce que à un moment, je comprends que ceux qui ne vivent pas ces quartiers-là, ces endroits-là, très densément peuplés, de sombres banlieues lointaines, qu'on voit dans des reportages très à charge. Ça fait partie de la vie de ces endroits, oui, des gamins de cet âge qui partent comme ça fait partie de ça. Là, récemment, vous avez pu entendre parler d'histoires marseillaises avec des jeunes enfants qui se retrouvent dans des situations complètement n'importe quoi. Moi, j'ai grandi dans ces quartiers-là toute ma vie. Je viens de Seine-Saint-Denis, je viens d'Aulnay-sous-Bois, de Blanc-Ménil, de Saint-Denis, de Stein. Je viens d'endroits très durs. Et oui, les gamins de cet âge partent régulièrement, dans des contextes ridicules, dans des accidents ou des morts dramatiques. Et ça change la vie des gens, ça change la manière dont on sort dehors, ça change la manière dont on parle aux gens, ça change la manière dont on va bosser, ça change la manière dont on parle à nos gosses, ça change énormément de choses. Les positions victimaires et Calimero, c'est pas trop nous. On fait pas trop ça. Donc ce qu'on fait là, c'est qu'on profite du courage et de l'inspiration d'Hassan Guerrar, en tout cas pour ce film, pour défendre ce propos et aller au bout. Évidemment, il y a 1 million de volets sociaux, sociétals dans ce film. Chacun les reçoit un petit peu avec le vécu qu'il a perso et peut-être son expérience personnelle. Mais oui, je pense que c'était clairement une volonté d'Hassan de ne rien cacher. Parce qu'on peut voir un vol de collier, on peut voir des problèmes dans le quartier. Parce que ça existe et c'est pas nié. Et d'autre côté, oui, il y a de la beauté, oui, il y a de l'amour, oui, il y a de l'échange et oui, il y a de la bienveillance. Il y a ces deux choses-là. C'est ça, ce quartier, effectivement. Et beaucoup de solidarité. C'est aussi ces personnages qui sont magnifiques de générosité, avec très peu et qui donneraient tout. Ce que je trouve formidable dans ces personnages, et c'est des personnages que j'ai vraiment rencontrés, ils cachent leur mal-être à travers la comédie. Pourquoi ? Parce que c'est des gens extrêmement pudiques. Ils n'ont pas très envie de se dévoiler. Il y a juste une scène, la scène de l'église, où il donne les 20 € à la dame à qui lui donne à manger, pour qu'elle aille au bout et qu'elle le supplie. Elle est au bout du bout. Elle aurait eu un petit quelque chose, jamais elle serait permis de faire ça. Et je voulais vraiment qu'il y ait cette pudeur. Non, vas-y, j'ajoute un truc après. Je voulais vraiment qu'il y ait cette pudeur. Ce n'est pas des gens qui mendient, c'est des gens qui sont en survie, avec beaucoup de dignité. Voilà, merci. Et j'ajoute en plus, vous avez vu des situations, par exemple, quand il y a un artiste qui est un chanteur qui s'appelle Soul King, qui joue dans le film, qui joue le rôle du pâtissier. C'est un grand chanteur qui remplit des stades à travers le monde et qui est venu avec tout son cœur nous faire une petite scène complètement en dehors de son environnement naturel. Il se confie en disant qu'au Bled il est bijoutier et qu'ici, il fait des gâteaux parce que voilà. Et c'est des parcours de gens qui ne se plaignent pas. En termes de dignité, franchement, on fait rarement mieux. Je ne parle pas forcément de maghrébins, je parle de gens qui ont quitté un endroit du monde pour aller dans un autre, peu importe que ce soit d'Europe à l'Asie, de l'Asie à l'Afrique, de l'Afrique à l'Amérique du Sud, peu importe, mais de ces gens qui recommencent tout redémarrer.
faut se rendre compte, cette madame qui vient pour demander 20 euros, enfin tout du moins pour demander des denrées, et moi qui lui donne un petit 20 euros, c'était peut-être quelqu'un qui avait une situation super, qui venait d'une famille qui ne manquait de rien, et qui se retrouve dans un contexte et dans un cadre qu'elle ne comprend pas, qu'elle ne conçoit pas, qu'elle ne connaît pas, parce que soit elle en a fait le choix, soit elle a suivi quelque chose, soit elle a fui quelque chose. Mais en règle générale, on quitte rarement sa maison pour les bonnes raisons. On quitte rarement son village, son endroit natal et sa famille pour des raisons simples ou faciles. Et c'est souvent des gens qui ont des parcours de vie juste incroyables en fait. Et très souvent, vous seriez très touché par les plus jeunes. Les gamins, c'est dur en fait de voir des mineurs en difficulté dehors, qui se demandent où ils vont dormir, bouffer, etc. C'est super dur. Voilà. Donc certains de certains endroits du monde fuient la misère, d'autres suivent leurs rêves. Mais dans tous les cas, c'est jamais simple. Et c'était important aussi pour Hassan, je pense, de montrer ces gens qui recommencent tout de zéro, comme s'ils n'avaient jamais rien fait de leur vie ou jamais bossé. Voilà. Moi, ça m'a extrêmement touché. Vous savez, le plus beau cadeau que j'ai eu sur ce film, c'est juste cette femme dont il parle. Elle a fait 3 jours de tournage, donc à partir du moment où elle a des dialogues, elle n'est pas payée 80 euros, mais un peu plus. Juste à l'idée qu'elle vienne et qu'elle me dit « Je te remercie, ça fait 2 ans que j'essaye de m'acheter un frigo. Rien que ça, j'ai gagné le film. » Et c'est réel. Et les bénévoles de l'association sont les vrais bénévoles, les bénéficiaires sont les vrais bénéficiaires. Donc en fait, la scène que vous voyez à l'église Saint-Bernard, et d'ailleurs, c'est le curé de l'église qui nous a arrangé le lieu de tournage, tu te souviens et tout, c'était adorable. Il y avait Laure, qui est d'ailleurs jouée par le rôle de Clotilde Courreau, qui est le rôle de la responsable associative, et la brune qui est avec elle, la femme brune qui est avec elle, et la vraie Laure, qui est la vraie responsable de l'association. On a essayé d'accompagner cet assaut au mieux parce que ça fait partie de la vie d'Hassan et que pour l'inspiration que Malek a de la vie d'Hassan, c'était en tout cas super important pour lui de remettre l'église au centre du village. Oh, pourquoi je ne l'ai pas sorti avant celle-là? Oh, elle est grave, merde! Et vous savez, par exemple, je vous donne une anecdote concernant Clotilde Courreau. Pardon, je t'ai coupé. On fait cette scène, tu te rappelles? On fait cette scène, elle vient à la fin du tournage. Oh, merci, c'était cool. Je t'en vais, je dis, tu vas où là? Elle me dit, je rentre, on a terminé de tourner. Je dis, non, je crois que tu n'as pas compris. Ce qu'on vient de faire devant la caméra, on va le refaire sans caméra. Regarde les gens. Et on a tout redistribué. Et on a fait des distributions en dehors, du tournage. Parce que c'était cool, en plus, on rigolait bien. Une autre question. Une autre question? Merci. Un petit follow-up à ça. Après, je lâche le micro. Ouais. Là, si tu veux qu'on se parle, on se parle après. Avec plaisir, il n'y a pas de problème. C'est quoi ton prénom? Enchanté, Guillaume. Est-ce qu'on a... Dites-nous tout, vous avez une question? Est-ce qu'on a un courageux, un curieux? Est-ce qu'on en a un? Oui. Je suis un très bon animateur. Monsieur là-bas. Je voulais juste... Bravo d'abord pour ce magnifique film. J'ai passé un très bon moment. C'est cool. Excellent. Très très beau film. J'avais une question. Est-ce que vous prévoyez, ou est-ce que vous avez prévu, ou est-ce que ça a été fait, de projeter ce film à Barbès? Est-ce que ça a été fait? Voilà. Et alors, on y était tous les trois. Ouais. En grande pompe, au Luxor, la salle mythique. Et quel était l'accueil qui a... On a dû ouvrir une deuxième salle. Ah oui, magnifique. Voilà. C'était full, et en plus de ça, il y avait énormément d'habitants qui ont participé au tournage. Il faut savoir quelque chose, c'est qu'un tournage, après je vous l'apprends pas, mais c'est une grosse logistique, et à un moment, quand on est accueilli quelque part, on est accueilli avec bienveillance, on est accueilli avec méfiance. Et là, en l'occurrence, on était entourés, aimés, protégés, commerçants, habitants. Vraiment, c'était... Voilà, ça faisait partie de la vie du quartier. Donc quand on a projeté à Barbès, ils étaient tous là. Ils étaient tous émus, très fiers. Il est rare qu'on fasse une avant-première, mais aujourd'hui, je ne pense pas. Il est rare qu'on fasse une présentation de ce film sans que quelqu'un m'attrape dans le couloir à la sortie en me disant « J'ai vécu à Barbès ». Et c'est vrai. Et les gens qui sont passés par Barbès, ont une espèce de fierté à le revendiquer, à le dire. Et on est cool, c'est cool de leur rendre justice et qu'ils en soient fiers, quoi. Ça aurait été très très dur qu'ils disent non mais c'est pas comme ça. Ça aurait été très dur. Et puis en même temps c'est pas un documentaire. Donc c'était fin. Mais merci beaucoup. L'important c'est que vous ayez passé un bon moment. Une autre question? D'autres bras? Ouais, Aïcha. Là? Malouche, c'est pas grave. Oui, une question, monsieur. Sinon, on a mangé des plats algériens tout le temps.
On n'a Des pas mangé brochettes. trop à la cantine. Alors nous, on a des petites brochettes, ça s'appelle choix. Alors vous avez des brochettes de poulet, de viande, des merguez, des trucs, des machins. Et genre, ça se prend par douzaine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous rentrez dans le resto. Voilà, moi je veux ça, par 12. Ça, tu mets 6 comme ça, 8 merguez, trucs, machin. Et donc il te fait toutes tes grillades. Ensuite, ton accompagnement, des frites, des trucs, des conneries. Et donc on mangeait plus à la cantine. Du tout. Donc on terminait tous chez Rogi, où tu es allé manger. Voilà. Rogi, on appelle les Rogi, c'est les roux. Les rouquins. Et en fait, chez nous, enfin moi je suis kabyle d'origine. Chez lui, Et hein. dans ma région, il y a beaucoup de roux, des blonds, des roux, yeux bleus. On comprend pas ce qui se passe, mais c'est cool. Donc c'est un rouquin, un kabyle qui tient ce restaurant et on l'appelle Rougi. Il n'a pas aimé vraiment le rougi. C'est Ah, lui qui rougi. l'a Non, servi. mais moi, Rougi. j'ai aimé, Ah, on a c'est la été- famille. Non, mais c'est surtout Guillaume qui a été malade. Mais moi, Non, mais qu'il a été malade, il n'a pas compris que ils ont tellement l'habitude dans les restos, ils mangeaient du congelé. Là, c'est la première fois qu'ils mangeaient du frais. Parce que je peux vous dire que tout est frais. Frites omelette de fou. Ok, c'est pas frites omelette, c'est une institution en Algérie, le frites omelette. C'est chaud. Sahoula, c'est Voilà, vrai ou c'est pas vrai? C'est pas une question, c'est déjà un compliment pour toi, Hassan, pour ce film. Vraiment, c'est sincère. Parce Moi, je que peux de ma chave? j'ai été. Non, reste là, Je rigole, Slimane. frérot, je rigole. Ça rejoint ce que tu as dit juste avant. Voilà, simplement dire le petit Parisien que je fus maintenant qui habite aux Arcs. Merci d'avoir invité la princesse de Savoie sur ce tournage. Très bien, déjà. Clotilde. SAR, la famille. Voilà, surtout justement pour parler des femmes qui sont quand même des rôles. Enfin, j'ai l'impression. Si on mettait pas ton nom au générique, ça pourrait avoir été tourné par une femme. Et C'est le moi, film le plus féministe. voilà, exactement, parce que c'est peut-être les personnages les plus raisonnables de ce film, à part le rôle de Slimane aussi, qui se comprend de bien. Et simplement, je voulais conclure sans chanter la chanson des FFF, à Barbès, Blédard un jour, Parisien toujours. Yeah. Tu veux réagir sur les rôles féminins? ouais. Tu veux? Tu sais que j'aime Ouais. ça. Tu sais que je vais être maladroit, moi. Bon. La vérité, c'est que ces rôles on nous le dit pratiquement à toutes les projos. C'est cool, des rôles de femmes fortes, c'est cool, des rôles de femmes qui tiennent, c'est cool, des rôles de femmes qui drive. Mais en fait, vous prenez par exemple le rôle de Hadria, qui est joué par Adila Benjemerad. Quand elle sort sa ceinture et qu'elle tape tout le monde, c'est normal en fait. C'est-à-dire que nous, on a. Non, mais c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est-à-dire que nous, on a des sœurs. Moi, j'ai 3 sœurs, j'ai une daronne, j'ai des tantes. À un moment, on fait les coqs d'or, hein, tu vois. Mais c'est vrai. Et par exemple, ça me fait énormément plaisir que Clotilde, Eya Edara et Adila Benjemerad tiennent ce type de rôle. Parce que quand on entend parler, je ne parle même pas des femmes maghrébines en règle générale, mais des femmes qui évoluent dans ces quartiers-là. Quand moi, je mets des chaînes d'infos, qu'on m'explique qu'on ne peut pas s'habiller de telle manière, on peut pas faire... ouais, peut-être. Je ne sais pas d'où tu viens. Moi, perso, ce genre de femmes-là, qui tiennent, c'est normal, en fait. Il n'y a pas de débat. Et quand ça étonne, des fois, de dire, oui, c'est bien quand même la place de la femme. Mais en fait, tu n'as pas compris. C'est nous, on gratte de la place, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est nous, on gratte de la place. Et en fait, on a des espèces de princesses à caractère en fer et en métal, qui ont des histoires familiales, des vécus, des sensibilités solides. Et quand on entend parler, nous, gens qui viennent de ces quartiers-là, de nos sœurs, de nos tantes, de nos mères, on ne sait pas de qui ils parlent. Je ne sais pas de qui ces gens-là parlent. Moi, perso, le rôle de Hadria, j'en connais énormément. Des Eya Dara, maman seule, qui se tape dans la vie et qui ne se fait pas marcher sur les pieds par personne, j'en connais énormément. Je ne sais pas, des Clotilde Courreau, le rôle de Laure. Laure existe réellement. Donc, en fait, on avait la version directe. Laure, c'est une matrone. Arrive, bon, toi, tu te mets là, toi, tu te pousses là, toi, tais-toi, non, j'ai pas le temps, pousse-toi. Alors, voilà, c'est... Il n'y a pas de sujet, en fait. Voilà. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de sujet nulle part. Je dis, moi, dans mon parcours perso à moi, il n'y a pas de sujet. Donc voilà. En fait, dès que la femme elle ouvre la bouche, nous, on s'écrase. Contrairement à ce qu'on pense. En vérité, regarde, il y a des femmes, vous êtes algériennes. Il y a des femmes algériennes là. Moi, je serais curieux. Non, c'est moi, pardon, je les alpague un petit peu, mais c'est en témoignage. Je serais curieux de voir nous, en plus de notre génération, maintenant, en 2024, aller voir des filles pour dire ouais, tu t'habilles pas comme ça, tu vas pas là-bas.
Vas-y, frérot. Vas-y, toi, parce que moi, je viens pas, frérot. Vas-y, toi, c'est relou. Non, c'est vrai, vraiment. Voilà. Et puis, il faut voir l'admiration qu'on a pour nos mères. Il faut voir la dévotion qu'on peut avoir, même des fois maladroite, pour nos sœurs. Il faut avoir. Et puis voilà. Et puis aucune culture n'est parfaite et c'est très bien comme ça. Par contre, en termes de représentativité, de place et de charisme et de culte dans cette culture, on se fait petit. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Voilà. Another question. Voilà pour le rôle des femmes. C'est costaud, non? Est-ce qu'il y a un bras Paf. qui se lève? Levez le bras, comme ça on voit si vous voulez poser On a une question. Quelqu'un a une question? Non? Si vous voulez, je continue à parler, il n'y a pas de galère. Hein. Moi j'en ai une. Je peux dire voilà les trucs et tout. J'en ai une quand même sur la musique. Parce Ouais, que... la musique. Ouais, la musique. Non, Ouais. mais parce qu'on démarre avec une la chanteuse quand même que tu m'as fait découvrir, qui est, il y a des années, et qui est quand même une diva particulière. Ce qui était très important pour moi dans la musique, d'abord, comme je vous l'ai dit, je voulais vraiment assumer le côté français et le côté arabe du film, pour ne pas dire algérien. C'était très important pour moi de remettre en lumière Le côté maghrébin. ces divas. Donc on a une diva qui s'appelle, je ne sais pas si vous connaissez, Keltoum, qui a été la plus grande diva dans le monde arabe, et le monde entier était à ses pieds. Un jour, je discute avec Frédéric Mitterrand, Allah yarhamou, qui me raconte une anecdote sur cette femme, parce que ça c'est important Frédéric pour moi de le Mitterrand, raconter. Allah yarhamou. Allah yarhamou, miskin, ala. Il est mort. Il traduit. Ben, il est mort. Et alors? Allah yarhamou. Et ça m'avait beaucoup touché, ça m'avait marqué, et je connaissais pourquoi, parce que cette diva, c'est quelque chose que j'entendais quand j'étais gamin, et il m'expliquait qu'effectivement c'est la plus grande diva, mais je n'avais pas besoin de lui pour le savoir, et il m'a expliqué une méga anecdote. Et vraiment pour vous raconter cette anecdote, elle arrive un jour en France, elle décide de faire un concert, c'était juste inimaginable de la voir. En 2 minutes, elle vend ses places, mais alors il n'y a pas un Français, pas un Arabe qui a réussi à avoir déplacé tous les Américains. Et Piaf et Lacalas s'est mis à genoux devant elle. Et quand Bruno Cocatrix, qui a été le patron de l'Olympia, va la voir en lui disant « Madame, on a un gros problème, on a un programme à faire. » Oui, bah, je vais peut-être chanter Amal Hayati. Amal Hayati, c'est la chanson que vous attendez au début du film, en fond de café. Et là, elle lui dit « Ouais, enfin, une chanson, c'est bon, mais je crois que vous ne me connaissez pas, pourquoi ?» Une chanson était un 33 tours. Ça, c'est la première chose. La deuxième diva qu'on a mis, c'est la remplaçante d'Om Keltoum, qui s'appelle Warda. Voilà. Et on a mis une chanson qui est à l'intérieur, qui était... Au départ, je voulais ouvrir le film avec ça. Et en fait, j'ai eu la chance d'avoir Slimane qui m'a fait du coup une voix et qui a repris cette chanson qui s'appelle El Ghorba. El Ghorba, quand je fais la traduction française, c'est l'exil. Pour finir sur la musique, c'était très important pour moi d'avoir des vraies musiques classiques dans le café et à la fois une musique par-dessus qui est à la fois mi-orientale, mi-normale, comme on dit, et juste pour avoir le contraste du côté arabe-français. Maghrébin. Continue. Arabe. Machel arabe. Voilà. Les Arabes, ils viennent d'Arabie. Vous imaginez tous les deux sur le tournage? Le Maghreb est berbère. C'est un festival. Est-ce que vous avez une question? Alors sinon, le Ghorba, voilà. Il y a le Ghorba. Alors fais moi, super bien. j'ai quand même une dernière question, parce que tout à l'heure, ça m'a un peu interrogé. Tu as dit un truc, et je me suis dit, tiens, tu as dit que vous n'avez pas le même parcours et le rapport à l'histoire. Ouais. Votre histoire par rapport à l'Algérie, la France. Ouais. Et Bah, ça, j'aimerais bien savoir comment vous considérez, où sont les différences. C'est une différence, au-delà d'être une différence générationnelle, je pense qu'à un moment, et notamment dans les milieux du divertissement, la génération d'Hassan a eu énormément de mal à s'imposer, énormément de mal à faire le dos rond, à montrer patte blanche, parce que les a priori, parce que les préjugés de ces années-là. Et que pour moi, c'est pas que c'est plus facile, mais je pâtis d'une autre image. Moi, je suis un banlieusard des cités du 93, je viens d'un rap dur, d'un quartier dur, d'un coin dur. Évidemment, quand j'arrive dans les festivals de cinéma, quand je suis au CNC ou chez Unifrance, eh ben, c'est pas que ça dénote, c'est cool, mais je fais en sorte d'avoir une élocution correcte et un vocabulaire fourni de manière
à pas étaler mon savoir, mais à montrer un minimum de culture et d'éducation. Donc en réalité, j'ai d'autres défis. On a des difficultés, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. On fait avec, et puis c'est tout. Et puis au-delà de ça, il y a un rapport aussi avec le pays, je pense, France et Algérie, qui est différent. La perception d'Hassane est différente, la mienne est différente. C'est juste une histoire d'époque, c'est tout. Moi, je suis d'une génération un peu plus vieux que lui. Moi, je suis né en France, par contre, j'ai vécu en Algérie. Et je pense, et pardon de dire ça à Sofiane, je pense que si on arrive aujourd'hui à avoir des Sofiane Zermani où ils peuvent garder leur nom, ils peuvent s'assumer. Il y a 3 personnes en France de ma génération où nous, on a pris très très cher, mais vraiment très cher. Quand j'entends aujourd'hui, oui, mais je m'appelle Mohamed, je ne trouve pas d'appartement, mais mec, nous, on nous mettait des baffes, on ne nous disait même pas oui, on ne nous disait pas non. Et il y a 3 personnes comme ça, qui étaient Yamina Benguigui, Smaïn, l'humoriste, et moi-même. On est 3 personnes différentes, et on a tout pris pour justement ouvrir à tous ces gens-là, à Roche Dizem, à Jamel Debbouze, la génération d'après, des gens comme Sofiane. Donc, vous ne pouvez pas imaginer. Nous, on en a pris plein, mais on est tellement fiers de les voir aujourd'hui où eux ne se mangent pas ce que nous, on s'est mangé. Nous, à l'époque, on pouvait se permettre de ne pas avoir été à l'école, de pouvoir faire des choses sans avoir aucune culture. On pouvait se battre, on ne sait pas si on y arrive ou pas. Moi, le bon Dieu a été là, j'y suis à peu près arrivé. Et je pense que la génération de Sofiane n'était absolument pas dans ça, de s'assumer, de s'assumer en tant que franco-algérien ou franco, ce que vous voulez, binational. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus ouvert, les gens comprennent mieux. Ma génération, nous, les gens ne comprenaient pas. Non seulement au-delà de comprendre ou de ne pas comprendre, c'est juste une ouverture qui se fait avec le temps. Moi, je suis né en France, hein, frère. Je suis né là, je suis né à Saint-Denis dans le 93. J'ai vécu toute ma vie en France. Je suis un enfant d'Algérien. Je me considère très algérien. Malgré tout, c'est bizarre parce que depuis ce film, je suis énormément en Algérie. Énormément. J'y vais tout le temps. Et quand on me demande de parler de l'Algérie avec les Algériens, bah moi je peux parler de l'histoire de ma famille, je peux parler de l'histoire de l'Algérie, je peux parler de ce que je pense, de ce que je dis de ci ou de ça. Par contre, te raconter les années Bouteflika, les années Zeroual ou les années Chadli, je peux pas vraiment. Par contre, les années Hollande, les années Sarkozy, les années Chirac, je peux te les raconter, je peux te parler de ça. Le contexte social algérien, moi j'ai pas eu 15 ans à Alger, je sais pas de quoi on parle. Par contre, j'ai eu 15 ans en Seine-Saint-Denis, j'ai dû vivre à peu près 100% de tous les événements que vous avez pu voir dans mon secteur ces 20 dernières années. J'assume ça. Je prends cette double culture évidemment comme une richesse, la base, parce que c'est ce que cette génération nous a donné. Et puis de l'autre côté, moi j'avais l'impression que je suis une maman lettrée, je suis une maman très cultivée, très curieuse, qui m'initie à la littérature et à la lecture, au théâtre, à la chanson française, etc. Je vais te couper parce que c'est super intéressant ce que tu dis, parce que moi, toute ma génération, nos parents étaient totalement illettrés. Et donc, ma mère ayant fait ses études en France, moi j'ai eu accès rapidement à l'histoire de ce pays, à ses grands auteurs, à ses grandes œuvres et à son patrimoine. Et je les ai aimés. Je les ai aimés énormément. Je les aime toujours énormément. Et je pense que je les connais beaucoup mieux que plein d'autres mecs qui n'ont pas ma couleur. Par contre, il y a un truc à un moment où, à cette période, maintenant je vous le confie, et puis je ne pensais pas que ce débat allait prendre cette tournure, mais c'est presque dur de le dire avec sa bouche. On nous l'enlève presque, de dire je connais cette histoire, je connais ce pays et j'en fais partie. On a presque l'impression que, bah non, en fait, parce qu'il y a des nouveaux termes, donc on est des Français de papier, on est ci, on est ça. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Et puis après tout, les cons, on les laisse dans un coin, il n'y a pas de souci. Mais du coup, il y a un truc d'affirmation qui se met en place, de non, je refuse d'être traité comme ça, je refuse qu'on me refuse ça, ça fait partie de moi, c'est comme ça. Et c'est très accepté en Algérie.
le fait que nous, on ait grandi en France, qu'on connaisse l'histoire de France, qu'on soit cultivé, qu'on parle un français correct, c'est très respecté en Algérie, ça. C'est très accepté. Et ici, bah, des fois, quand on parle arabe, on parle un peu plus doucement. Et puis, on fait un peu moins de bruit. Et puis, on crie un peu moins fort nos amours, notre foi, notre culture. Voilà, parce qu'à un moment, si ça heurte, ça ne sert à rien. Cool, tranquille. Et puis, on apprend à s'adapter avec notre époque. Et le pilotage est plus fin. C'est plus... Mais on s'en sort bien, c'est cool. Merci beaucoup. Merci à vous deux, c'était super intéressant. Merci les amis. Je voudrais juste terminer en disant que bravo. Je suis extrêmement fier que tous nos bénévoles des Arcs sont venus et j'espère que vous avez passé un bon moment. Merci, Cette la projo famille, était vraiment merci pour beaucoup. vous. Eh bien, bonsoir. On est ravis de se retrouver à Bourg-Saint-Maurice et de voir qu'il y a toujours du monde dans les salles. C'est formidable. C'est un festival où on a eu une très belle fréquentation. Eh bien, ce soir, vous avez de la chance. Vous allez découvrir un film qui s'appelle Mon Inséparable. Voilà. Et Anne-Sophie Bailly, la réalisatrice, c'est son premier long métrage. Et il commence une carrière, il a commencé par aller à Venise, ce qui est formidable, je trouve. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu veux dire 2 mots pour amorcer cette projection, sachant qu'après, vous savez la règle du jeu, on va répondre à vos questions, on va échanger ensemble, et donc vous aurez sûrement vu le film, beaucoup de choses à dire, je suppose, et je sais que vous êtes bavard, on ne s'inquiète pas trop. Bonsoir, moi je suis très émue de vous le présenter, c'est presque la dernière projection avant sa sortie, le 25 décembre, ça ne s'oublie pas. Je ne vais pas vous dire trop de choses, juste c'est un film où je vous invite à épouser un regard avec le plus d'acuité et de sensibilité possible sur des situations et des gens qui, à mon sens, ne sont pas assez regardés. Et ça n'inclut pas que le handicap, même si le handicap, vous le savez sans doute, fait partie de l'histoire. Mais c'est une tentative de regard sur des zones aveugles. Donc j'espère que vous aurez envie de suivre cette invitation. Et c'est un film qui vise à poser des questions. Donc j'espère que vous en aurez. Voilà. Très bonne projection. À tout à l'heure. Et je voudrais aussi vous informer que ce film est en version sous-titrée pour les malentendants.